Bonsoir à tous, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Vous le savez, chaque lundi, c'est le football européen sur Kavi Média. Avec moi pour vous aider à présenter cette émission, Amadou Major Diallo. Bonsoir Amadou. Bonsoir Hassan et bonsoir à ses fidèles téléspectateurs. Ah, le sommaire, il est alléchant comme d'habitude. Ouais, très alléchant, mais cette fois-ci, on entame ce numéro c'est pas avec une bonne nouvelle pour la Guinée, surtout parce qu'on va commencer pour parler du championnat allemand. L'international guinéen Serhou Guirassy qui est sorti sous blessure hier dans le championnat, avant-hier on peut le dire ainsi, dans le championnat allemand face à cette formation d'Union Berlin. Heureusement pour lui, il a inscrit son 14e but en championnat. Toujours, on reste en Allemagne pour parler de cette formation de Bayern de Munich qui est inarrêtable dans le championnat. Toujours en Europe, mais cette fois-ci en Espagne pour parler de la Liga espagnole, le Real de Madrid qui échappe au pire. Et quant à cette formation d'FC Barcelone qui a été sauvée par Ongamé, on peut le dire ainsi aussi, Griezmann qui a été exceptionnel. Destination en Angleterre pour parler du championnat anglais en but GAC lors de cette rencontre entre Chelsea et cette formation d'Arsenal. Et pour parler de cette formation Citizen qui s'est échappée de justesse. Et on ira encore pour parler du championnat français en première division, pour parler de cette formation de l'Olympique lyonnais qui est un club phare du championnat français qui va bientôt descendre en deuxième division. Quelle situation compliquée pour cette formation de l'Olympique lyonnais, c'est dans cette émission Tour d'Europe. C'est parti juste après ce générique. De retour sur ce plateau, nous allons commencer avec nos chroniqueurs. On va commencer par Madame Zainab Ba, je voulais dire Diallo, désolé. J'espère que vous allez bien. Diallo aussi, hein. Non, bah, c'est mieux. Il ne faut pas vendre mon nom de famille sur ce plateau-là. Diallo aussi, c'est bon. Moi, je te conseille d'être Diallo. Et là, tu n'as pas de problème. Bon, un mari Diallo peut-être, mais le bas, ça va demeurer. Alors. Bien habillé aujourd'hui encore. Merci. C'est quoi aussi l'étincelle là? Qu'est-ce qui cause l'étincelle? C'est la victoire du Barça? C'est le 8e ballon d'or sûrement. Alors, je vais revenir vers Dia. Bonsoir Dia. Bonsoir Hassan et bonsoir à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Et de l'autre côté, l'homme Koya, comme aime le dire Major. Ouais. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir à Gina, Mazor et Jean. Merci d'être là. Et je ne sais pas si Diogo il est avec nous en Allemagne. Bonsoir Diogo, si tu es là. Alors, on va continuer cette émission. Nous allons commencer par l'Allemagne. Le FVP Stuttgart a annoncé dimanche l'indisponibilité de Serhou Guirassy pour plusieurs semaines, Amadou. Ben oui, effectivement, coupé en plein d'élan, l'attaquant guinéen de Stuttgart, meilleur buteur de la Bundesliga, Serhou Guirassy, sera indisponible quelques semaines en raison d'une blessure. Quelques semaines, on peut le dire ainsi, pour l'international guinéen au ischio-jambier contracté samedi contre cette formation d'Union Berlin, a annoncé le club, on peut le dire ainsi, dimanche. Guirassy, auteur de 14 buts lors de ses 8 premiers matchs de championnat cette saison avec l'international guinéen qui dévance de 5 unités l'attaquant de cette formation de Bayern de Munich. Il s'agit de Henry Kane. Au classement des buteurs, l'international guinéen ouvre le score lors de la victoire sur le score de 3-0 face à cette formation de l'Union de Berlin. C'était samedi avant d'être remplacé après seulement 30 minutes de jeu. Alors l'attaquant du club allemand s'est blessé au ischio-jambier, comme l'a dit Major, lors de la victoire face à l'Union Berlin, 3-0 samedi dans le cadre de la 9e journée de Bundesliga. Retour sur cette blessure, c'est avec ce commentaire proposé par la rédaction sportive. C'est un après-midi contrasté qu'a vécu Serhou Guirassy. En déplacement chez l'Union Berlin sur sa pelouse, Stuttgart a eu l'occasion de reprendre sa 2e place en Bundesliga. Et ce, après la victoire de Borussia Dortmund vendredi soir face au Werder Bremen. Stuttgart s'en remet encore une fois à son attaquant international guinéen, buteur pour la 14e fois de la saison, après seulement 8 matchs joués, d'un coup de casque à la suite d'un centre de l'ancien Toulousain
Anthony Raoul, 14e minute. Néanmoins, le buteur de Sili National, 8 sélections de buts, a dû laisser ses coéquipiers à la demi-heure de jeu. Touché au mollet à la suite d'un contact avec un défenseur adverse à la 26e minute, le natif d'Arles avait d'abord quitté le rectangle vert pour être pris en charge par le staff médical. Mais le pépin physique semble plus grave qu'un simple contact, l'obligeant à être remplacé quelques minutes plus tard par le Turc Deniz Undav. Un coup dur pour les Souabes qui rentrent au vestiaire avec la victoire 3-0, mais qui perdent le premier joueur à inscrire 14 buts en seulement 8 journées du championnat outrant. Au classement des meilleurs buteurs du championnat allemand, Guirassy devance Harry Kane, Bayern Munich avec 8 buts et Victor Boniface Bayern Leverkusen avec 7 buts. Seule une absence d'environ un mois et demi devrait potentiellement lui faire perdre sa place de meilleur buteur de Bundesliga. En Europe, il possède 3 munitions d'avance sur l'Argentin Lautaro Martinez. Inter Milan, 11 buts. Auteur d'un but avant sa sortie, l'ancien Rennais, le meilleur buteur du championnat allemand avec 14 réalisations. C'est un coup dur pour le Guinéen Serhou Guirassy qui a subi une petite blessure musculaire à la cuisse gauche lors du match de Bundesliga chez Union Berlin. Oui, c'est un coup dur pour un joueur qui est en plein bourg et qui est en train de marquer but sur but. C'est un coup dur et pour lui et pour tous ceux qui aiment le football et pour pratiquement tous les Guinéens. C'est un attaquant qui était en grande confiance, qui marquait énormément de buts. Tu parlais tout de suite de petites blessures. Les blessures aux ischio-jambiers sont un peu difficiles à régler. Ouais. Voilà pourquoi le communiqué du club n'est pas précis à ce niveau. On ne parle pas d'une date précise parce que ça dépend de l'évolution de la blessure et ça dépend de comment lui il répond au traitement. Tout ce qu'on espère, c'est qu'il nous revienne encore plus fort, plus engagé et plus déterminé à battre encore des records. Car ce n'est que le début, il peut encore faire mieux, le potentiel il est là. Alors Zina, le joueur de 27 ans ne sera pas disponible pendant quelques semaines. C'est un coup dur, comme l'a dit Dian. Oui, c'est un coup très dur pour Serhou Guirassy, pour son club et pour tous ceux qui aiment le football et surtout pour les Guinéens. Parce que c'est un attaquant qui a commencé, qui réalise quand même un début de saison XXL. Et aujourd'hui, il est le meilleur buteur, non pas seulement de la Bundesliga, mais de 5 grands championnats européens. Et il était très bien parti. Si aujourd'hui il est freiné par cette blessure-là, c'est un coup dur. Mais tout ce qu'on lui souhaite, c'est de nous revenir encore plus fort et plus en forme. Vous savez, le football, c'est ça aussi, ce sont les blessures. Ça arrive quand tu es un joueur et forcément tu vas te blesser. Reste à savoir si tu pourras réajuster à cette blessure. On a vu beaucoup de joueurs qui ont du talent, mais à un moment donné, qui sont retrouvés dans des moments difficiles à cause de ces blessures-là. On ne le souhaite pas. On veut revoir Guirassy le plus tôt que possible, sur les terrains et qu'il continue de nous émerveiller et de nous rendre fiers. Justement, Dian, je vais me tourner vers vous. Est-ce qu'il va réussir à revenir, pas si, est-ce qu'il va réussir à revenir avec ce niveau-là? Parce qu'après, revenir sur une blessure comme ça, c'est quand même compliqué. Oui, déjà qu'il est en repos parce que n'oubliez pas qu'il a beaucoup donné. Vous savez, dans toutes les grandes rencontres que Stuttgart a pu disputer avec les grandes équipes, Guirassy a été toujours un acteur majeur de ces rencontres. Donc, moi, je pense que cette blessure vient de là, au fait, parce que les cuisses ont été complètement dépouillées d'énergie, dépouillées de carrure, dépouillées de ligaments, s'il faut le dire. Ah, mais il n'a pas quand même joué 15 matchs aussi dans cette Bundesliga-là. Oui, mais c'est que pour dire qu'il est assez fatigué, c'est ce qui a causé cette blessure. C'est intense, vous ne pouvez pas le comprendre. C'est un début de saison. Oui, c'est un début de saison parce que la pression est sur lui. Il faut comprendre. Il ne joue pas la Ligue des Champions, il joue pas, même s'il joue quelques matchs avec le Sili National Guinée, mais ce n'est pas trop intense. Comme d'autres joueurs. C'est intense, mais il y a les 90 minutes qui sont là, qui l'écoutent. Ce n'est pas tous les joueurs qui peuvent répondre les 90 minutes dans les jambes, vous comprenez. Donc, à partir de là, il est encore le fervent buteur, le serial buteur de ce club. Et de l'autre côté, on dit souvent que le repos est réparateur. Parfois, le seul joueur d'ailleurs, vous m'excusez, le seul joueur africain qui a pu tenir une saison sans se blesser, moi, si j'ai bonne mémoire, c'est Sadio Mané, qui a joué près de 100 matchs dans une saison et en championnat et en Ligue des Champions et en Coupe Europa, en Europa également.
il a joué sans se blesser. Est-ce qu'un joueur africain peut tenir une telle endurance? Ah, bien sûr, et tout l'a fait. Moi, j'ai une autre Je parle de cette génération, maintenant. Mais il faut dire que cette blessure de Guirassy, oui, on l'envisageait, tout le monde. Moi, j'ai une autre lecture. Hein. On va faire le tour. Hein, Mais ce qu'il faut savoir, il va revenir, même si c'est une blessure, comme Jean l'a dit, qui est un tout petit peu complexe, mais qui a besoin de repos. On va aller en Allemagne, on va retrouver Diogo. Est-ce que vous êtes là, Diogo? Est-ce qu'il est là, Diogo? Alors, on va continuer rapidement, Jean. Avant d'aller vers vous, on va aller vers Mazor du moins. Est-ce que cette blessure n'est pas un coup dur pour ce joueur du Sili qui marque beaucoup de buts avec Stuttgart? S'arrêter là, est-ce que ne va pas lui freiner carrément cette année? Non, ça ne va pas lui freiner. Déjà, on a vu le club, c'est qu'ils nous ont informé au niveau de leur page Facebook, selon leur corps médical. Le début du mois de novembre, il va commencer d'être opérationnel, il va commencer les entraînements et tout ça, et le championnat. Il va juste peut-être être absent que 2 semaines ou 1 semaine comme ça. Mais on n'est pas surpris quand on peut se faire rejoindre en 2 semaines par quelques semaines, je pense que ce n'est pas... Quelques semaines, si c'était 1 mois, ils allaient dire 1 mois. Mais quand on dit quelques semaines, je pense bien on peut estimer à 2 semaines. 2 ou 3 semaines. Ou plus d'1 mois, voilà. Tout dépend. Bon, pas forcément 1 mois. Parce que moi, je me dis quelques semaines. Si c'est 1 mois et quelques qui vont mettre... ça peut être 1 mois. Parce que la situation sanitaire, on peut avoir des rechutes souvent. Le médecin peut dire, ben voilà, il s'est rétabli après encore. Le problème d'habitude. D'abord, on lui souhaite bonne chance. Mais même la saison dernière, cette situation a un peu fatigué le footballeur guinéen. Parce que la saison dernière, en 28 journées encore, il avait 14 buts. C'est avec ses blessures, il avait un peu de problème, il n'était pas titulaire, ça l'a beaucoup freiné. Mais quand on est bon footballeur, il faut qu'on arrive à s'attendre à ça. Et quand on est attaquant, forcément, les défenseurs vont essayer de prendre leurs responsabilités. Et Guirassy, techniquement, tu ne peux pas l'arrêter. Physiquement, peut-être. Lui, là aussi, il est prêt. Moi, je me dis, ce sont les défenseurs qui ont pris leurs responsabilités. Il faut qu'ils arrivent franchement à s'attendre à ça. Mais quand on voit le profil du joueur, je pense qu'il y a ces blessures qui ne vont pas fatiguer Serhou Guirassy. Physiquement, il est prêt. Il a l'habitude de marquer déjà avec les catégories de l'équipe de France, de I16 à U20. Il a 11 réalisations. C'est un fervent buteur. Déjà, moi, je pense qu'il va se relancer. Pour vous, ce n'est pas intense, hein, ce championnat allemand pour Guirassy, ce n'est pas intense pour lui à ce niveau-là? Si, plutôt, si, c'est très intense. Et pour lui et pour tous ceux qui ont joué le football allemand, et n'est pas un football qu'on joue à arrêter. Hein, il est dynamique et il faut être prêt. Par rapport à la blessure, moi j'ai une lecture peut-être différente des autres. La blessure, pour moi, elle s'inscrit dans la droite ligne de tous les joueurs qui pensent qu'il y a trop de matchs en ce moment. Il ne faut pas oublier aussi qu'on revient d'une semaine internationale où il a, lui, beaucoup voyagé, tout comme beaucoup de joueurs internationaux. L'autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a 2 ans, Guirassy n'était pas international, donc il se concentrait exclusivement au club et ça générait moins de fatigue et on sait tous que la fatigue peut engendrer certaines blessures. Donc c'est à lui d'adapter ses préparations, son entraînement à sa nouvelle carrière, parce que sa carrière maintenant elle est à la fois en club et à l'international, pour éviter les blessures surtout, parce qu'en condensant les matchs, il faudrait faire suivre ça par un vrai travail. Meilleur buteur de Bundesliga devant Harry Kane, 9 buts, on le rappelle. Serhou Guirassy va indéniablement manquer à cette formation de Stuttgart, actuelle 2e du championnat. Dans un communiqué, l'entraîneur de Stuttgart, Sébastien Hoynt, a qualifié la perte de l'attaquant Damer pour l'intéresser et pour l'équipe, pour dire qu'aujourd'hui, c'est le meilleur joueur de cette équipe de Stuttgart. Le perdre maintenant, c'est aussi un coup dur pour le club. Oui, c'est aussi un coup dur, comme l'entraîneur l'a dit. Mais moi, je pense que on peut parler de la pression aujourd'hui qui est sur lui, parce que non seulement en club, il y a une équipe aujourd'hui qui est construite autour de Guirassy où il doit marquer à chaque match. Il est attendu à chaque match, il est attendu de ce côté-là. Mais de l'autre côté, il y a des joueurs aussi médians. Je vais aller sur ton raisonnement. Il y a des joueurs aujourd'hui qui jouent la Ligue des Champions, le championnat, et parallèlement aussi qui jouent l'Euro. Donc, c'est des joueurs qui ont beaucoup plus de pression quand on parle de match, si tu veux. La pression, c'est plein. De ce côté, les matchs, il n'y a pas de pression. Pas forcément de pression. Peut-être, moi, souvent, je le réitère, il y a bon nombre de personnes qui sont commencées
qui ont commencé à s'intéresser de Serhou Guirassy, c'est tout dernièrement parce qu'il a été meilleur buteur en Europe, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est un fervent buteur. Il a l'habitude de jouer avec assez d'intensité, il a l'habitude d'enchaîner beaucoup de matchs parce que vers les années 2016-2019, il a fait 45 matchs dans le championnat allemand avec cette formation d'FC Cologne, 9 buts marqués, mais il connaît déjà, il est tout le temps titulaire, il peut jouer 4 à 5 matchs. Et puis, les blessures de Serhou Guirassy ne sont pas récurrentes. Quand il s'est blessé, ça arrive. Quand on est attaquant, on a envie de marquer, on est ciblé par les défenseurs. Eux aussi, ils vont chercher des issues de secours pour lui freiner. Techniquement, tu viens, Guirassy te mange. Physiquement, tu es obligé de l'empêcher. Donc, ils sont en train de chercher, passer par tous les moyens pour l'arrêter. C'est comme Messi ou bien Ronaldo à un certain moment. Ces joueurs, au début d'abord, ils n'étaient pas victimes de blessures. Mais au fur et à mesure qu'ils progressent, ils ont été des joueurs cibles des défenseurs. Quand il vient, la défense, elle est avertie. Demain, on a affaire à Serhou Guirassy. Il est puissant, c'est le meilleur buteur d'Europe. Donc, il faut prendre vos responsabilités. Dès qu'il marque un but, on n'a pas de solution. On le stoppe avec assez d'intensité physique. Donc, moi, je pense que c'est quand même 14 buts devant Harry Kane. C'est quasiment pas rien ce qu'il est en train de réussir, ce joueur-là. C'est déjà beaucoup, hein, parce que ça fait peur à toutes ces grandes équipes. Il faut comprendre dans le championnat allemand. Et à partir de là, il est dans les grandes viseurs de tous ces grands défenseurs. C'est ce que Major vient de souligner tout à l'heure. C'est pour vous dire que c'est vrai, il y a une pression sur lui, mais face à des lignes d'attaque qu'il franchit à tout moment, il va recevoir des coups. Et jusque-là, c'est à lui de se préparer parce qu'il devient encore un soldat de la ligne d'attaque de cette formation. Il doit être mentalement, physiquement. C'est pas pour vous couper la parole, si vous me rappelez, si vous me permettez, de 2013 en 2015 avec le club Stade Lavallois, il a fait 16 matchs, 14 buts marqués. Ouais. Donc, c'est déjà... Son chiffre énorme. Voilà, c'est un buteur. Allez-y, Zénab. Non, ce sont des chiffres énormes, mais je pense que ça n'a rien à voir avec la blessure qu'il a aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il est. C'est vrai, il faut en passer, toujours en passer, mais il y a tellement de joueurs aussi qui étaient brillants juste là. Ce sont des blessures, en fait, c'est le football. Le foot s'appelle aussi des blessures. Il y a des joueurs qui sont épargnés par des blessures, qui jouent tout au long de leur carrière, qui n'ont pas assez de problèmes. Mais malheureusement, cette chance-là n'est pas chez tous les joueurs. Donc quand ça arrive, ce qu'on peut lui souhaiter, c'est voilà, prompt rétablissement qui nous revient très vite. Mais ça arrive. Avant que la régie prépare le reportage sur le trophée de Guirassy, on va partir avec vous. Oui, pour ce qui est de la pression, moi je ne doute pas que Guirassy est habitué. Tout attaquant de son niveau, de son standing, est habitué à gérer la pression. Ça, il est habitué. Maintenant, ce à quoi il doit s'habituer maintenant, c'est qu'il est passé à attaquant simple, à attaquant vedette ou à meilleur attaquant d'Europe. Et à ce niveau, les défenseurs travaillent mieux, préparent mieux les matchs. Ils essayent toujours Mais la clause est à 40 millions aujourd'hui, Guirassy, pour dire qu'il est monté en points, en puissance et surtout en argent. Oui, en argent, oui, plus on marque, plus on génère beaucoup plus d'argent. Mais en fait, voilà pourquoi je disais qu'il c'est à lui d'adapter son travail habituel à son standing du moment, parce qu'il a changé de sphère. Il n'est plus un attaquant simple, c'est l'un des meilleurs buteurs d'Europe. Et avec les meilleurs buteurs d'Europe, les défenseurs se débrouillent beaucoup plus différemment, en tout cas face aux attaquants ordinaires. Alors Guirassy peut se consoler avec le titre du meilleur joueur du mois. On va suivre ce reportage rapidement et après on revient sur ce plateau. Ce trophée de meilleur joueur du mois de septembre en Bundesliga vient récompenser l'ensemble des efforts fournis par l'attaquant guinéen de Stuttgart, Serhou Guirassy. En cette journée de championnat, l'international guinéen a inscrit 13 buts, ce qui fait de lui le meilleur buteur des 5 grands championnats européens. Cette distinction fait la une des journaux. Amidou Kibola Bangoura du site Africa Sport estime que ce trophée est largement mérité. Je pense que c'est toute une belle performance qu'il fallait récompenser par ce prix de meilleur joueur du mois de septembre en Bundesliga. Je pense que c'est tout à fait mérité. Il n'y a pas mieux quelqu'un d'autre qui, à mon avis, qui aurait mérité ce prix-là au-delà de Serhou Guirassy. En équipe nationale, Serhou Guirassy peine encore à retrouver sa véritable marque de buteur à cause de son utilisation peu conforme à celle de son club, selon Amidou Kibola Bangoura. Ce qu'il faut apporter
puisque lui-même, il en a évoqué dans une sortie médiatique que ce n'est pas la même utilisation, ce n'est pas les mêmes avantages sur le plan de disposition dans le jeu qu'il bénéficie. C'est au sélectionneur Kaba Diawara de revoir un peu l'utilisation de lui, voir comment trouver des flèches pour lui. Vous avez François Kamano qui joue comme flèche lui aussi, mais qui n'est pas très rémuant comme des flèches que Serhou Guirassy bénéficie dans son club. Avec cette performance au très haut niveau, l'attaquant guinéen Serhou Guirassy est très attendu à la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. De retour sur ce plateau, on va filer directement en Allemagne pour aller voir ce que Diogo garde pour nous. Bonsoir Diogo et bienvenue. Bonsoir Hassan, bonsoir également à tous mes confrères qui sont dans le studio, bonsoir également à tous les téléspectateurs qui sont à l'écoute de cette émission sportive. Alors Diogo, un titre pour Guirassy, est-ce que pour les Allemands c'est mérité ce titre-là? Bah, ça c'est indiscutable parce que ce garçon aujourd'hui il fait des choses qui sont vraiment exceptionnelles. Il fait l'unanimité ici en Allemagne, c'est pas un débat. Je pense que à un moment donné, on a vu un certain Cristiano Ronaldo, pourquoi pas Lewandowski, ils sont allés, n'est-ce pas, marquer beaucoup de buts. Surtout qu'il a une unité de Cristiano Ronaldo. Il est à une unité du record de Cristiano Ronaldo. Il aurait pu égaler le record de Ronaldo s'il marquait en doublé lors de sa blessure. Exactement. Aujourd'hui, c'est raison pour laquelle il faut aujourd'hui féliciter ce jeune garçon Guirassy de continuer dans ce sens, malgré qu'il a eu, n'est-ce pas, une blessure. C'est malheureux pour lui. Mais bon, disons, c'est le début de la saison, il va s'adapter, il va revenir avec, n'est-ce pas, beaucoup de santé. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas, en tant qu'analyste sportif, de voir ce garçon-là continuer. Donc, sur cette lancée, ça n'est vraiment pas bien pour notre équipe du sud national de Guinée, parce que bientôt, ça fera la Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire. Mais disons, si on revient sur le potentiel de ce garçon, Guirassy, je pense qu'aujourd'hui, en Allemagne, il fait quand même l'entente, il fait l'unanimité. Il y a beaucoup déjà des équipes ici qui veulent, n'est-ce pas, avoir Guirassy en leur sein, mais je pense que la meilleure pour lui, c'est de rester pour vraiment progresser. Alors rapidement, cette question avant de refermer cette page, est-ce que Guirassy mérite ce titre? Oui, c'est amplement mérité, et même si c'est à l'échelle européenne, il aurait pu être l'un des meilleurs ou le tout meilleur. Moi, je ne doute pas de cela. Oui, c'est mérité parce que les stats déjà en parlent. Donc là, il n'y a pas de débat. S'il y avait un autre où on peut souffrir un peu de la comparaison, là, mais finalement, c'est bon. Inab? C'est largement mérité. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, c'est lui qui vient après lui. C'est Harry Kane qui n'a que 2 buts. Donc, je pense que son début de saison XXL le montre et il le mérite largement. C'est vraiment fantastique, disons. Ouais, moi, je pense qu'il mérite, parce que là, il faut tout le temps revenir à ses parcours. Je vous ai dit, déjà avec le Stade Rennais, il avait 25 réalisations. La saison dernière, il a été freiné par ses blessures avec 14 réalisations. Voilà, il était parmi encore les meilleurs buteurs, les attaquants les plus convoités dans le championnat allemand. Il n'est pas à sa première apparition dans le championnat allemand. Je vous ai rappelé, avec cette formation de Cologne, il avait déjà 9 buts avec le championnat allemand. Avec les catégories de l'équipe de France, les U20, il a 4 buts. Avec les U19, il a 6 buts marqués. Donc, je pense que c'est un serial buteur. Il est en train de travailler, il est constant, il progresse. On lui souhaite quand même bonne chance. Alors on va changer de club, nous allons filer sans transition vers le Bayern Munich, Leverkusen, Stuttgart et Dortmund sont victorieux. Le Bayern se devait de gagner à son tour ce week-end, Amadou. Effectivement, c'était ce samedi dans le cadre de la 9e journée, cette formation de Manchester, de Bayern de Munich sont allés s'imposer sur le terrain de Mayence sur le score de 3-1. Les buteurs étaient Kingsley Coman à la 11e minute, Kane à la 16e minute, ont donné l'ascendant rapidement à cette formation bavaroise qui ne s'est pas soucié après la réduction de l'écart de Kaki à la 43e minute et Goretzka finalement a eu
le dernier mot à la 59e minute, permettant au Bayern, cette fois-ci, de revenir sur le podium de l'élite allemande devant cette formation de, comment dirais-je, vous me rappelez le nom? De Stuttgart, hein, de Stuttgart, effectivement, à la différence de but à 2 longueurs de cette formation. Et le Bayern Leverkusen. Ouais. Ah, bien sûr, parce que le Bayern Leverkusen est en train de rôder derrière. Il ne veut pas lâcher. On va parler avec le Borussia Dortmund, bien sûr. Le Bayern ne veut pas lâcher et ne va pas lâcher. Oui, le Bayern ne veut pas lâcher. La Bundesliga, c'est leur chose. Et ils veulent s'en accaparer pour toujours. Et quand on voit le jeu produit par l'équipe, on voit une progression par rapport à l'année dernière. Il y a une différence de points considérable. Dans le jeu aussi, il y a le système Tuchel qui commence à prendre forme dans ce club. Et vraiment, la seule équipe pour le moment qui les résiste, ce sont les voisins du Bayern. Et ça commence à être compliqué. Hein. Dans la Bundesliga, il y a le Bayern Munich, il y a le Bayern Leverkusen, il y a Stuttgart, il y a aussi Dortmund. Ils veulent tous la première place et ils ne veulent pas lâcher du tout. Est-ce que c'est une bonne chose pour le Bayern? Parce qu'on savait, dans les années passées, c'est le Bayern qui dominait ce championnat-là. Bon, peut-être ce n'est pas une bonne chose pour le Bayern, mais je pense que c'est une bonne chose pour le championnat. Parce que 10 fois, vous vous souvenez, ça fait 10 ans qu'ils se succèdent à eux-mêmes. Donc il n'y a pas de concurrence. C'est monotone en quelque sorte. Voir cette saison une autre qui va être champion en titre en Allemagne, je pense que ça sera un peu... il faut diversifier les choses. Il ne faut pas s'en accaparer du championnat comme si... c'est dû à quoi ce monopole du Bayern depuis 10 ans, comme l'a dit Zainab? C'est l'institution. Le Bayern Munich est une institution footballistique à l'échelle mondiale et ils savent se renouveler. Surtout, ils se renouvellent en prenant les forces vives des équipes adverses. C'est ce qui les rend encore plus forts et affaiblissent par la même occasion les adversaires. Mais cette année, il semble y avoir une sorte de tout contre le Bayern Munich. Et espérons que ça puisse marcher parce que vous avez compté 4 équipes, mais vous avez oublié aussi Leipzig qui est là et qui est en train de rôder aussi cette première place. Alors Diogo, vous qui êtes en Allemagne, j'y arrive rapidement. Est-ce qu'aujourd'hui le Bayern peut battre ces 4 équipes et s'imposer, comme l'a dit Zainab, 10 ans ou encore très très longtemps en Bundesliga? Écoutez, Hassan, moi je pense que ça ne serait pas une surprise que le Bayern de Munich reprend la tête de ce championnat, mais je pense qu'il y a déjà des concurrents qui sont sérieux. Je parlais de Bayern Munich. Oui, mais j'ai dit, même avec cette forme de Leverkusen, est-ce que le Bayern pourra le faire cette année? Je pense que oui et non. Oui, parce que le Bayern, c'est déjà un très très grand club. Je pense qu'il ne faut pas le minimiser. Ce n'est que le début du championnat avec, n'est-ce pas, les jeunes joueurs et certains joueurs aussi qui ont déjà beaucoup plus d'expérience par rapport à ces joueurs qui sont de l'autre côté. Je pense que ça, c'est oui. Maintenant, le nom, il y a déjà une équipe déjà qui joue très très bien, qui a des jeunes joueurs qui s'adaptent. Mais je pense qu'en fonction de l'évolution du championnat, on verra si le Bayern Leverkusen va tenir. Mais à un moment donné, je pense que la question d'expérience aussi viendra en fonction de l'évolution du championnat. Donc, il ne faut pas du tout occulter cette question-là. Je pense qu'il faut vraiment y penser. Le Bayern de Munich pourrait faire mal à tout moment parce qu'ils ont des joueurs qui sont exceptionnels. C'est vrai que le Bayern Leverkusen est venu avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup d'affirmation, avec beaucoup de motivation. Mais en fonction de l'évolution, est-ce qu'ils pourront vraiment tenir jusqu'au bout, jusqu'à la fin de ce championnat? C'est ce qu'on va voir en observant tout simplement l'évolution de ce championnat. Le Bayern Munich, c'est une super puissance en Europe. Et pourquoi pas en Allemagne? Pourquoi pas en Europe et superpuissance en Allemagne? En Europe, c'est trop dit, mais... bien sûr que c'est une superpuissance. On partie des grands. C'est pas... Ok, comme vous voulez le dire. Hein, là, c'est la vérité. En tout cas, au Camp Nou, marquer cette but, c'est pas donné à n'importe quelle équipe. Pas au Camp Nou, c'était au Portugal. De toutes les façons, c'est l'une des meilleures formations dans ce championnat de Bundesliga. Il faut comprendre il faut comprendre que avec cette formation de Bayer Leverkusen, mais aussi de Stuttgart, d'ailleurs Stuttgart c'est une formation révélatrice de cette saison sportive du côté de. C'est la surprise, hein, c'est une grande surprise. Donc Bayer en tout cas ne s'attendait pas à cette grosse révélation. Mais de l'autre côté, Bayer doit encore s'inquiéter parce que si toutefois 10 ans successivement que ce club ne fait que
répéter les titres de champion. Et cette fois-ci, ils se voient encore en train d'être surpassés par une autre formation. Ça doit les inquiéter parce que les ambitions que Bayer a, c'est les mêmes ambitions que l'autre Bayer aussi en a. Et qui sait, c'est les mêmes ambitions que Stuttgart en a. Et c'est les mêmes ambitions que les autres clubs qui, apparemment, qui jouaient le deuxième rôle du championnat, qui aujourd'hui veulent complètement surclasser le Bayern Munich et puis prendre la tête du peloton. Mais ça ne peut pas nous étonner parce que c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui a été bien mis en place depuis le passage de Guardiola dans cette formation. C'est pourquoi quand Zinab dit ça fait plus de 10 ans plutôt, ils sont en train de multiplier le titre. C'est-à-dire que c'est un travail. On l'a vu, son passage au Barça. C'est un entraîneur, il laisse toujours un projet. Si quelqu'un vient très intelligent, il achève. Ça va toujours produire. Après vous, le récap rapidement, allez-y rapidement. Oui, moi ce que je veux dire, ce qui peut nous donner de l'espoir pour un dénouement encore moins heureux pour le Bayern Munich, c'est que l'année dernière, la victoire finale ou le sprint final face à Dortmund était vraiment difficile et ça a montré aux autres équipes que c'était possible. C'était possible. Il a fallu un penalty. Un simple penalty pouvait permettre à Dortmund de prendre le championnat. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, contrairement aux années précédentes, il n'y a pas un seul concurrent. Il y en a 4 qui visent le podium, qui visent le Graal suprême. Et ça peut compter à la fin du championnat. Maintenant, le récap de ce championnat avec les autres résultats. Borussia Dortmund a gagné contre le Werder de Brême de notre capitaine Naby Keita sur le score d'1-0. Et puis on a le RB Leipzig, on vient en parler, qui a gagné à Darmstadt sur un score de 3-1. Hoffenheim a perdu à Eintracht Francfort sur le score de 3-1. Et Wolfsburg a perdu à Leverkusen sur le score de 2-1. Maintenant, le calendrier des prochains matchs. On a Bochum Mayence, un match plus ou moins intéressant à 20h30. Le vendredi et samedi, on a Augsbourg, à 18h, 15h du moins 30. On a le samedi un autre match, le Werder Brême contre l'Union de Berlin. Et puis on a un Bayern Munich, Darmstadt, 15h30 samedi. Et de l'autre côté, Stuttgart, sans l'attaquant vedette qui va jouer contre Hoffenheim à 15h samedi. On a Leipzig qui va rencontrer Cologne ce samedi, 28-10-2023. Et puis le classement débuteur, Seyrou Guirassy, toujours à la tête avec 14 buts, suivi de Harry Kane, 9 buts, et Boniface, Bayern Leverkusen, 7 buts. Maintenant, le classement, c'est le Bayern Leverkusen qui l'occupe jusqu'à présent avec 22 points, suivi de Stuttgart, 21 points, Bayern Munich, 20 points. À la 17e place, on a Bochum et Mayence referment le podium. On va suivre cette transition rapidement, après on revient pour parler de la Liga. On l'aime la Liga, même s'il n'y a plus Ronaldo, il n'y a plus Messi, mais en tout cas, il y a des joueurs qui sont en train d'exploser. Il n'y a plus aussi Karim Benzema, mais en tout cas, on va s'intéresser à cette Liga-là. Une semaine du Classico, le Real Madrid est sorti d'un choc à Séville avec le point du match nul 1 samedi soir en Liga, Amadou. Eh bien oui, effectivement, San Diallo, outre ses 10 victoires, toutes compétitions confondues, et sa défaite lors du derby contre ses formations d'Atlético Madrid sur le score de 3-1. Le Real de Madrid n'avait pas encore enregistré de résultat nul. Ça fait après un match intense dans l'antre de cette formation d'FC Séville, on but partout samedi après-midi pour le compte de la 10e journée de la Liga. Cette formation des merengues leaders du championnat espagnol ne perd pas en une semaine d'accueillir cette formation de Classico face à cette formation du Barça qui pouvait revenir à 1 point dimanche contre cette formation de Bilbao. Alors bien, les joueurs de Carlo Ancelotti ont durement bataillé face à des Rosy Blanco acharnés défensivement, mais également dangereux. Oui, FC Séville est quelque part la bête noire du Real dans le championnat espagnol. Je me souviens toujours de la fois où le Real a enchaîné 25 matchs sans défaite et ils ont affronté le FC Séville à l'époque qui était dans les fins fonds du classement et ils les ont
renverser. Le FC Séville pose toujours des problèmes à cette équipe. Pour le match du samedi, après une première période carrément maîtrisée par le Real de Madrid, la seconde période a été totalement différente. Les Sévillans sont revenus avec de meilleurs sentiments et ont failli, il faut utiliser le terme, ont failli les renverser carrément. Mais bon, il y a toujours, quand tu penses que le Real perd, il y a toujours un joueur qui sort de sa cachette et qui change la donne du match. C'est aussi ça la force des grands. Mais encore une fois, c'est 2 points perdus dans une course qui s'annonce folle pour le titre. Ah, le sourire en Zainab, je l'ai vu. Vous ne l'avez pas vu à l'antenne, mais moi je l'ai vu. Le Real pouvait gagner si les buts de Federico Valverde à la 4e minute n'étaient pas refusés ou de Bellingham à la 6e minute. Bah ouais, on parle de problèmes d'arbitrage. À raison. À raison, oui, à raison. Avec Valverde, je pense déjà, lui surtout, c'était trop flagrant. Mais vous savez, c'est le Real de Madrid, il a un sérieux problème à ça. On l'a dit ici, je pense qu'on va continuer à le dire encore. Tant qu'ils n'ont pas un attaquant de fixation, ils auront des problèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui... Le Real marque des buts, oui, mais est-ce que vous avez vu ce problème défensif, offensif du moins, qui était là? La ligne d'attaque était presque endormie. Tant qu'ils n'ont pas un attaquant de fixation, ils auront toujours des problèmes. C'est vrai, aujourd'hui, ils ont Bellingham qui est en quelque sorte un joueur libre sur le terrain. Mais de l'autre côté, je ne sais pas si vous avez vu le classement. Rodrigo, c'est un bon joueur, c'est un bon ailier. Mais aujourd'hui, il est beaucoup plus dans l'axe. Vinicius également. Et ça n'ouvre pas le jeu. Ça n'ouvre pas le jeu. Rossellou, on ne le tutoralise même pas parce qu'on sait que ce n'est pas un attaquant. Même, il est venu pour jouer, oui, il est venu pour jouer. Mais je pense que, vous savez, pour remplacer certains joueurs, c'est difficile. C'est comme lorsque Messi a quitté le FC Barcelone, ils ont envoyé Ansu Fati. Ils n'avaient pas le background de Messi. Ça sera un peu compliqué. Donc, pour remplacer Karim Benzema, ça sera un peu compliqué, mais ils ont un problème aujourd'hui, que ce soit... regardez Camavinga qui parfois est utilisé comme latéral. Ils ont des problèmes. Je pense qu'Ancelotti, il a un problème de choix aujourd'hui avec son équipe et il ne se retrouve pas. Alors, Fassi, il y a eu Vinicius et Rodrigo qui sont tombés sur un gant, Orhan Nyland. Ce grand gardien norvégien est titulaire avec son équipe il y a quelques semaines cela. Un mois, il a été aussi titulaire avec Séville. Est-ce que c'est ça aussi le match nul du Real ne vient pas de là? Oui, ça fait partie de ces facteurs. Il a sauvé carrément cette équipe de Séville avec des parades magnifiques. N'oubliez pas aussi la défense de cette formation de Séville avec à la clé le... Ramos, on va en parler. Défense vieillissante, mais bon, très sûr. Nitete, sa présence aussi dans la défense. Mais plus le gardien qui nous a sorti des parades magnifiques. Le gardien, non seulement il a été époustouflant, il a fait de très belles télescopages au sein de sa case de but. Mais derrière encore, on remercie, on va saluer le travail élaboré par la défense qui a été très bien organisée. Parce que vous regardez Vinicius qui a été très percutant et qui venait provoquer cette défense, soit chercher un penalty ou en tout cas chercher. Mais il ne se retrouve pas, moi, comme il était avant cette blessure. Oui, c'est vrai, il vient fraîchement d'une blessure, mais il est en train de s'adapter parce que regardez, le profil qu'il a pu donner dans cette rencontre, c'est déjà passable. Donc, ça nous interpelle que s'il n'y avait pas une défense organisée, une défense expérimentée, en tout cas, Real allait plier cette rencontre, mais Ramos a pris ses responsabilités. Vous avez vu la hargne qui était dans cette rencontre. Ramos qui était l'expérience et la vieillesse, qui était dans une sorte de bataille comme si c'est un lion ou une panthère blessée dans la forêt. Et vous avez vu contre même ce défenseur de Real, le Sierra-Leonais, l'international Sierra-Leonais qui on sentait même Ramos est venu lui piquer dans la tête. Ce sont ses anciens coéquipiers. Regarde ici comment j'ai commencé, donc laisse-moi faire ce que je veux, mais voilà. Ça a été quelque chose de très compliqué pour aussi le Real. On va partir en Allemagne, hein. On va essayer de voir ce qu'il en pense, Diogo. Diogo, vous êtes là avec nous? Je suis là, Hassan. Le Real Madrid est toujours en train de peiner contre les grands. Ils ont peiné contre l'Atlético Madrid et cette fois-ci, c'est contre Séville, même s'ils n'ont pas perdu. Mais ils ont perdu des précieux points. Est-ce que cette équipe-là peut aller au bout de la Liga? Espérons qu'ils vont continuer, n'est-ce pas, en gagnant, en obtenant pas mal de victoires pour, n'est-ce pas, occuper la tête de ce championnat espagnol. Mais je pense que
si on fait une petite observation sur, n'est-ce pas, l'évolution depuis le début de ce championnat, je pense qu'on pourrait, n'est-ce pas, se dire qu'il va falloir faire beaucoup attention avec cette formation du Real Madrid cette année. Parce que, disons, avec les grosses pointures, ils n'ont pas vraiment pu s'imposer. Je pense que ça, ce n'est pas du tout encourageant. Il faudrait vraiment qu'Ancelotti essaie de revoir un peu, n'est-ce pas, au niveau de ces joueurs, leur parler, pourquoi pas augmenter beaucoup plus de motivation. Parce que si c'est le talent, il y en a vraiment au sein de cette équipe du Real Madrid. Je pense qu'il y a des joueurs aussi qui ont l'expérience, qui sont habitués vraiment à compétir, à jouer pas mal de compétitions. Mais je pense qu'il faut toujours avoir l'espoir avec cette équipe du Real. Parce qu'on se rappelle à un moment donné, ce Real-là, à un moment donné, on taxe cette équipe, non, qu'elle ne peut absolument rien apporter, mais on voit, n'est-ce pas, à la dernière minute, ça vient toujours. Et il nous amène toujours des surprises. Et je pense qu'avec cette équipe du Real, il faut toujours vraiment avoir l'espoir. Le Real a perdu contre l'Atlético Madrid, mais aussi contre Séville. Est-ce que cette équipe, comme l'a dit Zenab, a besoin d'un attaquant rapidement pour sortir de ces crises-là? Parce que lors de ce match contre Séville, ils en ont manqué beaucoup d'occasions. Écoutez, ce que les gens n'ont pas compris, c'est un championnat, ce n'est pas des confrontations directes où on arrive à dire que si le Real arrive à perdre, ils vont sortir. Un championnat, c'est des phases aller-retour. Même si on est champion, ce n'est pas facile de jouer un championnat et gagner toutes les rencontres. Ce n'est pas évident. Ça, c'est un peu compliqué. Et puis, les adversaires, ce n'est pas des petites équipes. On parle d'Atlético Madrid, on parle d'FC Séville. C'est des équipes qui jouent la Ligue des Champions et l'Europa League. Aujourd'hui, si le Real arrive à faire un but partout face à cette formation d'FC Séville, même si ce n'est pas tellement logique, mais par ailleurs, c'est logique. C'est ça, c'est qui valorise le championnat. Ce sont les grosses pointures du championnat espagnol. Aujourd'hui, c'est que les gens n'ont pas compris. Ancelotti, il est dans une situation un tout petit peu compliquée. Le joueur phare, c'est Benzema qui vient de quitter le club. Tout était construit pour faire jouer Benzema. Il y a des nouveaux joueurs qui sont venus renforcer l'effectif. D'autres ne sont pas en forme. Donc, cette phase de transition, elle est un peu complexe. Il est en train de mettre encore une équipe en place. Et puis, 2 ans, 3 ans, une équipe ne peut pas être en forme. La constance, elle est très difficile pour les joueurs. Il y a d'autres qui vont se fatiguer, d'autres l'adaptation. Les joueurs n'ont pas le niveau, ce n'est pas le même level. Même si on parle de Bellingham, ok, Bellingham, il est bon, il est ceci, c'est là, ils ont des attaquants, mais ils n'ont pas les mêmes expériences que Benzema, déjà qui avait duré dans le club, qui avait galéré, qui est resté dans l'esprit du club. Moi, c'est un tout petit peu compliqué, mais actuellement, je ne vais pas enterrer le Real de Madrid. Le Real de Madrid, c'est un des clubs qui joue souvent les derniers carrés. Attendons de voir la fin de la saison ou bien les phases retour. Les phases retour, c'est extrêmement aussi appréciable pour qu'on arrive à juger un entraîneur. Les phases retour sont là. Il y a la Ligue des Champions. Moi, je me dis c'est un peu très tôt. C'est tôt de juger cette formation du Real de Madrid. Alors, cette question... Et puis, les adversaires, c'est FC Séville, Atlético Madrid. C'est des clubs qui sont capables de battre le Real. Alors, cette question, Dian, rapidement... Ce match nul en terre d'Andalousie est-il bien pour le groupe avant le Classico? Ce n'est pas de bon augure pour le Classico qui arrive. Il est toujours important de gagner les matchs qui précèdent le Classico parce que l'issue du Classico n'est jamais connue à l'avance. Il faudrait venir avec le plein de confiance pour pouvoir s'en sortir. Même question pour vous, Passy. Oui, ce ne serait pas facile, mais vu qu'on a affaire avec un vieux renard qui souvent maîtrise ses vestiaires, on va voir ce qu'il va proposer, mais ce ne serait pas aussitôt facile quand même. Il y a des doutes qui s'installent dans le groupe? Il y a un peu de doute. Moi, Major... Rapidement sur la question, ne revenez pas sur le truc de Major. Non, je pense pour passer rapidement, s'il vous plaît. Non, naturellement, il devait gagner ce match-là parce que ça allait permettre non seulement à l'équipe, surtout sur l'état d'esprit, d'être plus motivé, mais nous savons tous que le Classico, c'est tout autre chose. Vous, rapidement, est-ce qu'il y a des doutes qui s'installent dans ce groupe? Moi, je n'ai pas de doute. Le Real est capable de partir battre cette formation de FC Barcelone. Ils ont joué contre qui? FC Séville. Vous vous rappelez bien, je parle d'FC Séville, je ne parle pas de Leganés, je ne parle pas de Osasuna. On dirait que tu parles de City. Séville, c'est une bonne équipe, mais tu ne parles pas de Manchester City. Mais attends, quand on me parle de City, City vient d'être connu. Non, mais quand tu parles de Séville, là, c'est comme si tu parlais de champion d'Europe. Ouais, je dis aujourd'hui, FC Séville, c'est un club, le FC Séville fait partie des meilleurs clubs du championnat espagnol. Quand on te dit aujourd'hui, le FC Séville joue contre le Barcelone. Même l'Europe, je crois. Non, attends, quand on dit aujourd'hui le FC Séville joue contre le Barcelone ou le Real de Madrid, c'est une très belle affiche. Ce n'est pas un débat. S'il y a un match nul, un but partout, on n'est pas surpris. Regarde d'abord les statistiques. Ils ont fait, les deux formations ont fait 90% de passes réussies. Tu as vu l'équilibre. Et puis en matière de pourcentage, possession de balles, 51 pour le Real de Madrid,
49 pour le FC Séville. FC Séville, il faut bien revoir le parcours de ce club. Elle n'est pas d'accord. Non, mais je ne te dis pas que c'est une petite équipe. Je sais que c'est une équipe très joueuse qui part à l'attaque et non seulement qui parfois aussi peut mettre des blocs pour vous empêcher de trouver la faille. Mais quand tu parles, tu ne parles pas là du champion d'Europe. Tu n'es pas en train de parler quand même du FC Barcelone ou de Manchester City. Il faut aller champion d'Europe, Séville avec. Ouais, mais c'est l'Europa League. C'est aussi un coupe européen. Oui, mais en Espagne, c'est comme aujourd'hui dans le championnat de France. Tu peux parler actuellement de l'Olympique de Marseille, ils ne sont pas en forme, c'est là. Mais quand on affiche, on dit l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. En fait, mais sur papier. Moi, je dirais plutôt le problème. L'exemple qu'il prend. Mais attendez, moi je suis quand même surpris de vous. Si vous êtes là à me dire que si le FC Séville arrive à faire un but partout contre le Real de Madrid. Non, l'exemple que tu prends, Paris Saint-Germain, PSG, on sait que ça sera un match électrique, mais on sait déjà à l'avance que ce ne sont pas les deux clubs. On ne peut pas les comparer, on ne peut pas comparer. On peut les comparer, attention. L'Olympique de Marseille, c'est le seul club français qui a remporté la Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille peut ne pas être en forme, mais contre le Paris, ils vont faire un bon match. Si je peux me permettre, c'est que moi, le score en lui-même, ça peut arriver. Le score en lui-même peut arriver. Par contre, ce qui est critiquable, c'est que depuis le début de saison, le Real a du mal face au gros. Et c'est ce qu'on a prévu depuis le début de saison, parce qu'on pense qu'il n'y a pas un point de fixation et que le Real est habitué à ce jeu-là. Et qu'il est difficile en quelques mois de changer ce qui est là comme tradition depuis des dizaines d'années. Donc c'est que ça n'augure pas de bonnes choses pour les prochains grands matchs du Real de Madrid. Alors, pour refermer ça, on va aller en Allemagne. Diogo, la dernière question pour vous. Est-ce qu'il y a des doutes dans ce groupe du Real Madrid? Avec les grosses pointures, ils n'ont pas pu vraiment gagner. Ils n'ont pas pu vraiment nous montrer le vrai visage qu'on a l'habitude de voir avec cette équipe du Real. Mais je pense que, comme l'a dit Diane tout de suite, il faut vraiment qu'ils essaient n'est-ce pas, d'aller de l'avant, de changer beaucoup de choses, en fait, que l'entraîneur puisse vraiment jouer son rôle. Et je pense qu'en fonction de l'évolution des choses, ça va donner. Mais ça, c'est le Real. Il faut vraiment s'attendre à tout. Sur le début du championnat, ils peuvent s'adapter d'un moment à l'autre et nous montrer encore notre visage. Mais avoir le doute, oui, parce que là, ils n'ont pas encore pu gagner face aux grosses pointures. Et ça nous amène vraiment à nous poser pas mal de questions. Alors, sans transition, nous allons enfiler vers le grand rival, le Barça, qui a aussi joué son match, qui avait l'occasion, Amadou, aller à un point, de revenir du moins à un point du Real Madrid. Ben oui, effectivement, il s'en est fallu du très peu que cette formation d'FC Barcelone fasse cette fois-ci encore une situation très compliquée pour ce club des Blaugrana opposé dimanche soir face à Atlético Bilbao. Les hommes de Xavi ont très longtemps buté sur la défense de cette formation basque. C'est alors que l'entraîneur de cette formation des Blaugrana, il a décidé de faire entrer un jeune attaquant, on peut le dire ainsi, ayant jamais porté cette formation du maillot des Blaugrana. Il a juste gratté quelques minutes. Marc Gouilly a inscrit le seul unique but pour cette formation des Blaugrana. Victoire, 1-0. En première période, Barcelone a eu le pied sur le ballon, mais les 65% de possession ont masqué le fait que Bilbao a frappé 3 fois plus, certes pour presque autant de ballons cadrés que son adversaire, 3 contre 2. Oui, pour être clair, le match d'hier, normalement, en première période, partait à l'avance des Basques. À l'avance des Basques, c'était prévisible au niveau des occasions et c'était prévisible aussi dans l'attitude de certains joueurs. C'est toujours difficile le lendemain des matchs internationaux pour les grandes équipes, surtout des équipes qui ont les joueurs qui voyagent beaucoup. Et c'était très difficile pour le Barça en première période hier. Il a fallu une autre trouvaille, une autre étincelle, une autre étoile de naître sur, si on peut qualifier comme ça, sur le ciel catalan. Après Baldi, après Gavi, après Pedri, après Ansu, et après toutes ces pépites, après Yamal, il y a quelques semaines. Un but, hein. C'est Marc Guillou qui rentre et qui réalise l'impassable. 29 secondes après son entrée, il libère tout un peu.
80e minute, il entre et c'est la passe de notre ami João Félix qui livre là. Qui s'intègre parfaitement dans le système Blaugrana. Il est super, João Félix, mais on va s'intéresser à ce jeune-là. Est-ce que c'est l'étoffe des autres jeunes qui sont passés au Barça? Est-ce qu'il peut s'imposer? C'est la véritable question. Bah oui, certainement. Je pense qu'il peut s'imposer s'il a d'abord la première des choses, la confiance de l'entraîneur, parce que c'est un fruit de la Masia et on sait qu'aujourd'hui, c'est la force de FC Barcelone. Et ils n'ont pas les gros moyens d'acheter des grands joueurs, mais ils ont quand même des pépites aujourd'hui qu'ils forment dans ces centres-là qui peuvent venir. On a vu Lamine quand il est venu, il a mis tout le monde d'accord. Et aujourd'hui, personne ne peut discuter de son talent. Et c'est ce jeune-là qui arrive à la 81e minute et puis il libère toute une équipe qui était en difficulté parce que ça, il faut le dire, l'équipe était en difficulté. Même s'il faut il faut pas aller à la va-vite. C'est tout de suite, il vient d'arriver. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose que j'apprécie quand même, c'est Xavi, il n'use pas les joueurs là comme il a fait avec Ansu Fati. Je pense qu'il a compris la leçon. On a vu Lamine. C'est quand même un joueur aujourd'hui, un jeune de 16 ans qui a le talent, qui est énorme, surtout sur ce côté de l'aile. Mais ce sont des jeunes qu'on ne peut pas utiliser à chaque fois. On ne peut pas les titulariser dans des gros matchs parce qu'on risque de les user. Donc, mais on verra ce qui va se passer après. C'est quand même un jeune qui a de talent. Il a beaucoup de talent. Alors Diogo, on va aller avec vous. Le Barça a failli, je dis failli, laisser des points à Bilbao, mais ils ont réussi tout de même à marquer un but avec Marc sur une passe de João Félix. Est-ce que là aussi, il y a des doutes dans cette équipe? Bah écoutez, déjà il y a eu la victoire. Je pense que c'est déjà avoir les 3 points. Je pense que c'est déjà appréciable. Mais cette équipe du Barça pour le moment ne montre pas aussi de grosses choses. Je pense qu'il faut faire beaucoup attention avec ces jeunes joueurs-là parce que déjà il y a la Ligue des Champions, il y a le championnat qui va venir se jouer. Et en fonction de l'évolution des choses, on verra qu'est-ce que ça va donner. Mais marquer un but à la 80e minute, 88e minute, je pense bien. Ce garçon est venu, n'est-ce pas, sauver cette équipe du Barça. N'est-ce pas, la performance de ce garçon, n'est-ce pas, la tranquillité, je pense que ça allait être aussi un match nul. Voilà. Ils allaient être peut-être à 3 points du Real Madrid. Déjà, c'est très très serré et on verra. Le prochain Classico, qu'est-ce que ces deux équipes vont essayer de nous proposer parce que ça va être un match, n'est-ce pas, exceptionnel. Et ça va permettre, n'est-ce pas, à nous, analystes sportifs, de pouvoir vraiment suivre ça avec beaucoup de lucidité, beaucoup de motivation. Alors Amadou, on va aller avec vous. Le Barça a failli perdre ce match. Il ne faut pas se voler la face. Ils ont été dominés en première période par Bilbao. Ils ont réussi à marquer un but à la 80e minute. Est-ce qu'il y a des doutes dans cette équipe du Barça? Bon, écoutez, le Barça aujourd'hui est en train de construire une équipe. Le Barça est à la quête des pépites rares. Le Barça est en train de bâtir une équipe. Si le Barça arrive à gagner dans des conditions difficiles face à Atlético Bilbao, on peut comprendre. On a vu depuis le départ de ces grands joueurs, le Barça est en train de chercher. L'entraîneur, il est en train de passer par tous les moyens pour chercher des pépites. Parce qu'aujourd'hui, tu vas voir, dans cette formation de Blaugrana, tu vois un jeune joueur, il te fait 2 ou 3 matchs. Après encore, tu vois un autre jeune joueur, tu te demandes au fait qui est le leader. La saison des jeunes. Voilà, c'est la saison des jeunes. Il est en train de bâtir une équipe, il est en train de chercher des talents rares. Le Barça est en phase de reconstruction, ça se comprend. Et Xavi, il est en train d'équilibrer. La situation, elle est un peu compliquée. C'est pas le Barça, certainement, on parlait de Messi ou de Cristiano Ronaldo. Même un supporter des Blaugrana pouvait faire le classement type de Barça. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de faire un classement type de cette formation des Blaugrana avec des jeunes joueurs. Alors, compte tenu de cette rencontre, on pouvait comprendre. L'affiche, elle était appréciable. L'adversaire, c'est Atlético Bilbao. Atlético Bilbao ailleurs, mais dans le championnat espagnol, ça reste et demeure quand même un club qui va poser des sérieux problèmes au Barça et au Real de Madrid. Mais moi, dans un cadre général, je suis en train d'apprécier la physionomie du championnat espagnol où seulement, ce n'est pas le Barça ou bien le Real de Madrid, ce n'est pas seulement ces deux formations qui sont capables de battre leurs adversaires. Aujourd'hui, quand tu joues avec Séville, c'est un bon match. Quand tu joues contre Bilbao et Tico, ce sont des bons matchs. Ce qui va encore donner de la valeur au championnat espagnol, ce qui va permettre à ces deux formations d'être en forme.
Là, le club qui va représenter l'Espagne en Ligue des Champions, tout le monde va voir, c'est un club sérieux, c'est un club franchement qui va faire de la concurrence parce que dans le championnat, ils ont 2 ou 3 concurrents sérieux. Parce qu'il y a un match difficile qui attend le Barça, c'est le Classico la semaine prochaine. Est-ce qu'ils peuvent réussir à battre le Real Madrid, même si le Real est en reconstruction, le Barça aussi, mais on sait que le Barça, les dernières années, ont gagné les Classicos. Oui, ça va être difficile, mais si vous me permettez de placer juste un mot sur ce match de Bilbao. Allons rapidement. Voilà, il va parler sur l'autre match. Voilà pourquoi ils sont là. Allez-y rapidement. Voilà, moi je vais dire que le match face à ces équipes, vous savez, Bilbao a toujours été, en tout cas, une équipe qui bloque la route non seulement au Real, mais aussi au Barça, parce que c'est des équipes souvent qui ont des arguments face à des grandes équipes en Espagne. Alors, de l'autre côté, si vous dites que le Classico est là, on sait que le championnat le championnat espagnol, quoi qu'on fasse, c'est le Classico entre le Real et le Barça. Donc, ces deux équipes, chacune d'entre elles se prépare conséquemment pour rafler ce titre parce que ça va rentrer dans les palmarès. Donc, on ne peut pas s'aventurer très tôt à dire que le Barça va gagner ou le Real va gagner. Moi, je dirais que c'est un match aussi à part. Le Classico a aussi ses valeurs, le Classico aussi a ses réalités à vivre. Donc, à partir de là, je ne vais pas m'aventurer. Grâce à ce succès, l'équipe catalane conserve sa 3e place, un point derrière le Real Madrid et Girona. On va filer à Madrid du moins, avec l'Atlético Madrid en très grande forme cette saison. Antoine Griezmann a inscrit un triplé pour l'Atlético de Madrid lors d'une victoire 3-0 face au Celta Vigo samedi soir en Liga. Ben oui, hein, effectivement, cette formation a pu quand même créer la différence dans le championnat en Liga espagnole. Mais ce qui reste clair quand même, le champion du monde en 2018 a tout fait à la formation de Figo. La rencontre aurait complètement basculé à la 25e minute avec l'exclusion du gardien de but. Il s'agit de Ivan Villar pour une faute sur Alvaro Morata à la 25e minute. Griezmann a ouvert le score à la 29e minute. C'est en seconde période qu'il a marqué ses 2 autres buts. D'abord d'un centre du doigt raté qui a fini au fond du filet à la 64e minute, puis d'une reprise du doigt au bout du contre-attaque madrilène à la 64e minute sur un niage à la 32e minute. Ce qui reste clair encore, ce joueur à 32 ans, Griezmann, s'offre en 4e triplé en Liga. Le natif du Maçon reste même sur un quadruplé le 28 février 2018 contre Celta Vigo, 3 jours après encore, qui a pu créer la différence triplé face à Séville. Surtout, c'est lui qui n'a jamais gagné de titre de champion d'Espagne de sa vie, que ce soit avec l'Atlético et le Barça, n'est plus qu'à 7 unités du meilleur buteur, on peut le dire ainsi, de l'histoire des Colchoneros. Luis Aragonés, 172 buts. Il est passé encore à devenir une légende, on peut le dire ainsi. Meilleur passeur décisif de Liga la saison dernière avec 16 offrandes, Antoine Griezmann n'a donné aucune passe décisive depuis le début de l'exercice 2023-2024, sans compter les 2 qu'il a donnés lors de la dernière victoire de l'équipe de France contre l'Écosse. Mais Grisy en est déjà à 7 buts en championnat après un triplé retentissant inscrit ce samedi lors d'une victoire face au Celta Vigo. La question pour vous 5, il est sur un nuage, Grisy. Est-ce qu'il peut continuer sur cette lancée? Oui, il est sur un nuage. Grisy a retrouvé la joie de vivre d'abord après son retour à l'Atlético et déjà son voyage un peu raté du côté du Barça. Il a retrouvé l'envie de jouer et il a retrouvé surtout une équipe qui est faite pour lui. Ça explique tout. L'année dernière avec 16 buts et cette année avec 7 buts déjà. Et il a changé de registre. Au lieu d'être derrière l'attaquant, il est en train lui-même de concrétiser comme quoi les buteurs sont plus ou moins égoïstes. Et c'est ce qu'il est en train de devenir. Et ça démontre, ça explique tout dans ces chiffres. On va aller voir Passy. Oui, Griezmann, c'est un jeune très intelligent. On sait, certes, il n'a pas encore retrouvé ses chances en ce début de saison. C'est pourquoi il est un tout petit peu rare sur les mouvements offensifs, sur en tout cas la concrétisation de cette animation offensive. Parce que si vous prenez depuis le début de la saison jusqu'à maintenant, certes, il a donné trop.
il a marqué, mais pas avec des buts spectaculaires qu'on connaît déjà de ses qualités. Mais il va sortir parce que c'est des moments difficiles, mais il va s'en sortir. Mais s'il disait que le but, c'est le but. Hein? Bah ouais, moi je pense que Griezmann aujourd'hui, il est en train de reprendre confiance. Parce qu'il a eu un peu de problème quand il est venu au Barça, il est reparti. En ce moment, il ne pouvait même pas jouer plus de 30 minutes parce qu'il y avait cette histoire qui pesait autour de clauses libératoires et tout. Aujourd'hui, c'est un joueur qui reprend confiance. Quand on sait que la Coupe du Monde, ça n'a pas marché, après, on a vu de gros titres même concernant Griezmann, par-ci, par-là, il est cramé. Aujourd'hui, il revient, il reprend confiance et son entraîneur le fait confiance. Au sein de son équipe, l'environnement est bon. Moi, je pense qu'il peut finir la saison très bien. Même question pour vous, Amadou, avant d'aller en Allemagne. Oui, c'est possible. Je ne suis pas surpris. On ne parle pas d'un petit joueur. On parle de Griezmann qui a vécu avec l'équipe de France, les clubs. Il a sillonné pas mal de clubs. Moi, je pense qu'il a beaucoup appris. Très professionnel. Et puis, dans ces clubs, il maîtrise très bien la maison. Il est chez lui, presque on peut le dire ainsi. Il s'est adapté au public. Il a un entraîneur aussi qui a passé presque tout son temps avec cette formation d'Atlético Madrid. Moi, je pense que si Griezmann arrive à marquer 7 buts en championnat, et devant lui, il y a Bellingham et derrière lui, il y a Morata, déjà qui a aussi 5 buts. C'est pour vous dire que dans cette formation, il y a des très bons attaquants. On parle de Griezmann. Griezmann, c'est un bon joueur. C'est à lui maintenant de montrer ses qualités. Parce qu'à un certain moment, tout le monde avait vu Griezmann, il a quand même excellé, mais les joueurs n'ont pas les mêmes chances. Il manquait de constance, il changeait de club, il se cherchait. Moi, je pense qu'actuellement, il est dans un bon registre et dans un bon tempo. Et l'entraîneur, voilà, il maîtrise très bien sa formation. Il a du vécu, on n'est pas surpris. Dernière question avant de refermer la fenêtre de l'Espagne. On va aller en Allemagne avec Diogo. Griezmann, il est sur un nuage. Est-ce que ça peut continuer? Est-ce que cette forme-là peut persister jusqu'à la fin du championnat? On espère bien, Hassan, pour ce garçon, n'est-ce pas, pour ce Français, Griezmann, qui a vraiment une déception. Il n'a pas du tout eu l'opportunité de briller dans ce club de Barcelone. Il est revenu aujourd'hui à la maison et il marque, n'est-ce pas, ce but. Je pense que c'est déjà un très très bon début pour Antoine Griezmann. Mais non. Je pense qu'il n'y a pas une surprise parce qu'on ne peut pas du tout douter sur, n'est-ce pas, sur ce talent de ce garçon. Il commence très bien. Je pense que donnons-lui le temps de pouvoir une fois encore de réadapter, n'est-ce pas, le système de son club, de son ancien club. Je pense qu'il va vraiment s'adapter en fonction de l'évolution du temps. Mais quand même, côté Barça, je pense que ça a été une déception totale. Ça n'a pas réussi pour Antoine Griezmann. Maintenant, le récap de la 10e journée de ce championnat Liga BBVA 2023-2024 avec les résultats. Osasuna a battu nos amis de Grenade sur le score de 2-0. Real Sociedad a aussi battu Mallorca et Betis Séville a fait un match plaisant 1-1. Séville, Real Madrid, on a analysé en ce match un but partout. Celta Vigo a perdu à l'Atlético Madrid sur le score de 3-0. Le calendrier de la Liga 2023-2024 de la 11e journée. On a ce vendredi 27 10e mois 2023 Girona qui va jouer contre Celta Vigo et Las Palmas va se déplacer pour Almeria et le Barça, le Grand Classico, le match à suivre contre le Real Madrid, 16h15 GMT. Il ne faut pas manquer ce Classico-là parce que ça peut être le tournant du championnat. On va voir du Real Madrid et du Barça qui va gagner ce match et on va suivre aussi un match important entre Retafe et Mallorca, Cadix, FC Séville, Betis Séville, Osasuna. Que des bons matchs pour cette 11e journée de la Liga. Le classement des buteurs, Bellingham, Real Madrid, 8 buts marqués et suivi de Griezmann de l'Atlético Madrid, 7 buts marqués. On a aussi un Kibo, Real Sociedad, 5 buts marqués. Lewandowski qui a 5 réalisations, qui est en train de jouer le renard. On sait qu'il peut revenir à la hauteur de Bellingham. Après, on a le classement de la Liga avec le Real Madrid, 25 points, Girona, 25 points en égalité de points. C'est la surprise de ce championnat. On va en parler carrément la semaine prochaine. On a aussi le Barça, 24 points, l'Atlético Madrid, 22 points, Real Sociedad, 5e avec 18 points. Et Celta Vigo, zone de relégation, Grenade et Almeria qui referment le podium. Nous allons marquer une petite courte pause. Après, on va revenir parler de la crème de la crème. C'est bien sûr
la Première Ligue. On va filer en Angleterre. De retour sur ce plateau, comment parler de l'Angleterre sans commencer par ce derby entre Chelsea et Arsenal, pas très flamboyant, a offert des buts cocasses. Samedi après-midi en Première Ligue, les deux équipes ont finalement partagé les 2 points, les 1 point, j'y arrive, 2 buts partout permettant aux Gunners de rester invaincus et de remonter deuxième derrière Manchester City en attendant le match de Tottenham. Mais les Blues ont d'abord mené 2-0 après une faute de main de William Saliba. Cole Palmer a ouvert le score sur penalty 15e minute en début de seconde période. Mikhailo Mudryk a adressé un centre qui a lobé le portier d'Arsenal, David De Gea, 48e minute. La réussite totale pour la formation de Mauricio Pochettino qui se morfond au milieu du classement. Chelsea, John, n'arrive toujours pas à gagner. Oui, Chelsea n'arrive toujours pas à gagner, mais moi je dirais que c'est un match nul au goût de victoire, quand je dis goût au pluriel. Pour Chelsea d'abord, Chelsea, comme tu l'as dit, est au fin fond du classement et gagne difficilement ses matchs. Et dans ce match-là, en tout cas pour la première période, ils s'en sont brillamment sortis. Et surtout avec le but de Mikhailo Mudryk, Mudryk autant pour moi, qui est un joueur sur lequel ils ont vraiment misé, qui commence enfin à briller. Ça, c'est un. Deuxièmement, pour Arsenal, le retour spectaculaire parce que le match était carrément perdu d'avance. Le fait de revenir dans le dernier quart d'heure les a les a fait comprendre qu'en fait, ils ont eu la joie d'une victoire. Donc voilà pourquoi je dirais que c'est un match nul au goût de victoire pour les deux équipes, car le derby londonien est toujours difficile à gagner. Diogo, on va aller avec vous rapidement. Arsenal est invaincu. Est-ce que cette saison-là, on peut dire que c'est la saison de Arsenal? On peut le dire, mais je pense qu'on a vu, n'est-ce pas, une première période assez catastrophique pour cette équipe d'Arsenal. Chelsea s'est très très bien sorti lors de la première période, mais je pense qu'en deuxième période, comme on connaît cette équipe d'Arsenal, est revenue, n'est-ce pas, avec beaucoup plus de rythme, avec beaucoup plus de motivation, et finalement ça a payé. Mais je pense qu'on a vu, on a observé une rencontre très très partagée, très très équilibrée entre ces deux formations. Une première période très très bien jouée par cette formation de Chelsea et une deuxième qui a en revanche a été, n'est-ce pas, reprise par Arsenal, qui a vraiment cherché à avoir le match nul. Mais disons, si on essaie de faire une observation depuis le début de ce championnat entre ces deux clubs, je pense que Arsenal est meilleur que Chelsea, n'est-ce pas, présentement. Ils jouent très très bien, ils occupent, n'est-ce pas, la deuxième place, n'est-ce pas, derrière Manchester City. Je pense que c'est pas facile, n'est-ce pas, d'occuper la deuxième place en Angleterre. Mais attendons de voir, parce que ça n'est pas encore fini. C'est juste le début du championnat. On verra si, en fonction de l'évolution du championnat, si Arsenal pourra, n'est-ce pas, se maintenir. Même s'ils ont changé beaucoup de rythme, cette équipe d'Arsenal, je pense qu'ils vont, n'est-ce pas, continuer sans doute, n'est-ce pas, en essayant de jouer comme ça. Et ça va vraiment vous donner beaucoup plus de possibilités d'observer cette équipe d'Arsenal. Amadou, en première période, ça a été difficile pour Arsenal, mais ils ont su revenir. Il faut le faire. Revenir alors qu'on est mené 2-0, c'est quasiment compliqué en Angleterre. Eh bien oui, moi je ne suis pas surpris. Vous savez, depuis que cette formation a changé sa politique sportive, elle a un objectif. Avant, lorsque Arsenal jouait dans son stade à Highbury avec Arsène Wenger, l'objectif du club c'était de générer assez d'argent, prendre les joueurs, le revendre, générer assez d'argent. Mais cette fois-ci, Arsenal s'est fixé un objectif, c'est d'avoir maintenant les trophées. Même les supporters, à un certain moment, ils ont crié leur ras-le-bol, ils ont dit franchement aux dirigeants de ce club, c'est pas forcément l'argent qu'on en a besoin, on a besoin maintenant des trophées. Ils sont en train de se fixer un objectif, mais ce qui leur manque maintenant, c'est atteindre cet objectif qui va être très compliqué et ça ne va pas être à l'instant T. Ce sont des procédures, la procédure elle va être un peu longue. Alors, concernant cette rencontre, moi je me dis, Arsenal, il y avait quelques ratés. Vous imaginez, en 13 tirs, ils n'ont cadré que 3 et ils ont eu 7 corners. Ils pouvaient quand même faire mieux dans cette rencontre.
Mais l'adversaire c'est Chelsea, même si Chelsea actuellement n'est pas en forme. Mais je vous dis tout le temps et je le réitère, les derbys c'est purement mental. Tu vas voir un club qui est en zone de relégation, mais quand tu joues avec un club qui est en haut du tableau, mais c'est mental, c'est psychologique. Forcément, ils vont essayer de se battre pour quand même sauver l'indice du championnat. Quand je dis l'indice du championnat, ce sont les valeurs du club, ce sont les valeurs historiques. Parce que si Chelsea arrivait à perdre contre Arsenal, quel qu'en soit PDX, lorsque Chelsea allait se retrouver, on va dire que forcément, historiquement, Chelsea a perdu tel score face à cette formation d'Arsenal. Mais moi, je me dis, dans un cadre général, pour dire que Arsenal est capable d'être champion d'Angleterre, ça va être un peu compliqué. Le championnat anglais n'a rien à voir au championnat espagnol. C'est comme les résultats, c'est comme les élections présidentielles aux États-Unis. À chaque instant, les tendances vont changer. On attend de voir, mais ce qui reste clair quand même, ils sont dans un bon tempo, ils sont dans un bon registre. Alors rapidement, la même question pour vous deux, en quelques secondes. Aller gagner contre City et se casser les dents contre Chelsea, parce que moi, c'est comme ça que je veux dire ça. C'est vrai qu'ils ont réussi à revenir dans cette rencontre-là et finir sur un match nul, mais parlons du jeu. Arsenal, ils n'ont pas proposé un bon jeu. Dans le jeu, c'était vraiment, ça laissait à désirer. Et pour une équipe qui aujourd'hui quand même vise le titre et qui est engagée dans la Ligue des Champions. Allons-y, parce que... Oui, déjà que il faut comprendre, City, c'est vrai, Arsenal, c'est vrai, c'est un des gros morceaux de cette compétition, de ce championnat. Certes, ils ont joué un match très considérable où tout le monde attendait que oui, ils ont joué contre le rival qui est City. Et cette fois-ci, ils ont joué peut-être un rival, mais qui est moins relevé, qui aujourd'hui occupe la 10e place du championnat et qui ont fait jeu égal avec un score de 2 buts partout. Ça va nous inquiéter. Est-ce qu'ils vont continuer encore sur cette dynamique qu'ils ont entamée depuis le début du championnat? Et si toutefois ils jouent avec jeu égal avec Chelsea, ça va être encore des calculettes à faire à tout moment dans les Mais attention, c'est pas comme ça le football. Tu vas voir, à un certain moment, on a vu le Barça n'était pas en super forme. Mais arrivé en Classico, il te tape le Real. Oui, mais... Alors, j'ai bloqué parce qu'on est pris par le temps. Maintenant, on va partir pour le récap de cette 9e journée de la Premier League. Liverpool qui a gagné sur le score de 2-0 contre Everton. Un but sublime de Mohamed Salah. Et le samedi, en même jour, 4-0. Crystal Palace a infligé à Newcastle a infligé à cette équipe de Crystal Palace. Brentford a gagné aussi sur le score de 3-0. Et le calendrier, on a Crystal Palace qui va jouer contre Tottenham ce vendredi. Chelsea qui va aussi en jouer à 13h contre Brentford ce samedi. Burnley va se déplacer sur la pelouse de Bournemouth et Sheffield United qui va se déplacer sur le stade de Arsenal ce samedi. On a Manchester United, Manchester City en dimanche, le derby de la 10e journée. Classement des buteurs, Erling Haaland toujours premier avec 9 points. Mohamed Salah 7 buts, 9 buts du moins, Erling Haaland. Mohamed Salah 7 buts. Bowen, West Ham 6 buts. Newcastle avec Isaac 4e 6 buts. Le classement de la Premier League de la 9e journée, Manchester City 21 points. Suivi d'Arsenal avec 21 points, Liverpool 3e 20 points, Tottenham 4e avec 20 points. On retrouve bien sûr Manchester United à la 8e place, 15 points, et Chelsea à la 10e place, 12 points. Et pour refermer ce tableau, on a Burnley 4 points, Bournemouth 3 points et Sheffield United qui n'a toujours pas gagné le moindre match. On va aller marquer un coup de pause rapidement, après on revient derrière pour parler de la Ligue 1. De retour sur ce plateau incroyable mais vrai, l'OL a perdu contre Clermont 2-1 dimanche dans son stade lors du choc des 2 derniers de Ligue 1 et se retrouve lanterne rouge avec aucune victoire en 9 journées. L'OL peut-il tomber plus bas? C'est la question, Guillaume. L'OL ne peut pas plus tomber plus bas, en tout cas pas l'OL des 30 dernières années.
Et c'est une situation chaotique que vit cette équipe cette saison. Depuis le début de saison, ils ne se retrouvent pas du tout. Pas par manque de joueurs totalement. Il y a des joueurs de grande qualité dans l'équipe. Oui, mais ils perdent face à des équipes qui ne valent pas autant que l'OL. On connaît tous qu'il y a des champions du monde, il y a des joueurs de grande classe. Parfois, c'est inexplicable en fait. Mais si on revient un peu en arrière, on comprend que cette équipe a été gérée pendant plus de 30 ans par un homme, Olas, qui a été viré comme un malpropre par le nouveau propriétaire de l'équipe, l'Américain, qui lui est en train de revoir tout, de changer tout sans prévoir quoi que ce soit. Le changement de Laurent Blanc était une erreur grave. Laurent connaissait déjà l'équipe. L'année dernière, la deuxième partie de saison, l'OL avait le deuxième meilleur classement du championnat français. En début de saison, il était là, il n'avait pas perdu en 3 journées. Donc, c'est compliqué. C'est une erreur, c'est institutionnel d'abord, ensuite c'est sportif. Surtout institutionnels, ils ont des sérieux problèmes à l'interne. Non seulement, tu sais, c'est un club qui aujourd'hui avait cette interdiction de recruter, même si pendant le prochain mercato, ils pourront recruter. Mais je me dis, il y a un problème dans l'effectif aussi. Est-ce que tu vois cette équipe jouer? Il n'y a pas cet ADN de gagne, que ce soit au niveau de l'attaque. Ça manque énormément. Il y a la casette. Et derrière aussi, il y a énormément de problèmes. Donc moi, je me dis, il y a énormément de problèmes. Aujourd'hui, ils sont derniers. À 9 journées, ils n'ont que 3 petits points, donc ils n'ont gagné aucun match. Et là, ils frôlent la relégation, même si Textor, juste là, il sort quand même des discours positifs, mais on voit tous des réalités. Moi je peux comprendre, par exemple, que l'OL perde face à Paris, par exemple. C'est normal, c'est logique. Mais que l'OL perde face à Clermont. Vous avez dit, l'effectif n'est pas trop là aussi. Moi, mentalement, cette équipe, aujourd'hui, il y a des sérieux problèmes parce que l'environnement n'est pas sain. Surtout le fait de changer cet entraîneur, je pense que c'était une grosse erreur. Maintenant, le récap de cette 9e journée de Ligue 1 avec cette victoire du Paris Saint-Germain sous le score 3-0 contre Strasbourg et Nice qui a gagné à Marseille. Lorient aussi a gagné contre Rennes, Nantes 2-0 contre Montpellier et le calendrier de la 10e journée, Clermont va jouer contre cette équipe de Nice. Lorient qui va se déplacer pour Reims et Lens va essayer d'aller gagner contre Nantes et le Paris Saint-Germain va se déplacer à Brest. Classement des buteurs, Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain 8 buts, Mostafa Mohamed, Nantes 5 buts, suivi de Adams, Montpellier 5 buts. Le classement de Ligue 1 avec Monaco qui occupe toujours la première place avec 20 points, Nice deuxième avec 19 points, suivi du Paris Saint-Germain 18 points, Lille, Brest 15 points chacun, Reims 14 points et pour les 3 qui occupent la dernière place, Metz, Clermont et Lyon qui couvrent ce classement avec seulement une seule victoire, 3 points pour Lyon. On en reparlera lors de notre prochaine émission. Alors maintenant nous allons parler du bonus. Karim Benzema perdra-t-il sa nationalité? On va suivre ce commentaire rapidement. Après, on va directement, sans transition, passer au jeu OneXBet. Installé en Arabie Saoudite pendant l'été, Karim Benzema a récemment assuré s'y sentir très heureux sur le terrain et en dehors. Mais si l'attaquant de 35 ans s'est bien acclimaté dans le golf et au club Al Ittihad, il se retrouve à nouveau lié à une polémique en France. Depuis lundi, les accusations lancées par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, autour de supposés liens notoires avec les frères musulmans Karim Benzema fait l'objet de critiques. Mercredi, la sénatrice Valérie Boyer a même demandé
demander la déchéance de nationalité de l'international tricolore aux 97 sélections si ses relations avec l'organisation islamiste sont avérées. Des faits démentis avec vigueur par l'avocat du footballeur qui va porter plainte contre le membre du gouvernement. Dans le cas extrême où les accusations de Gérald Darmanin à l'encontre de Karim Benzema seraient confirmées, le joueur de 35 ans ne pourrait en réalité pas être privé de son passeport français. Et pour cause, comme le précise le site officiel de l'administration française, 3 éléments doivent être réunis pour perdre la nationalité française. Avoir la nationalité d'un autre État, c'est comporter comme le citoyen de cet État, avoir commis des actes contraires aux intérêts de la France. En clair, un individu ne peut être déchu de sa nationalité française si cela a pour conséquence de le rendre apatride. Débat autour de cette actualité, mais on le fera lundi prochain. Maintenant, place au jeu OneXBet, juste après cette transition OneXBet. La Ligue des Champions, c'est ce mardi et on offre aux parieurs la chance de suivre nos spécialistes sur ce plateau. Pourquoi pas débattre autour de ces matchs-là, voir quelle équipe peut-être potentiellement peut aller en gagner un match. On a, c'est la 3e journée qui va se jouer le mardi avec Galatasaray et Bayern Munich. Les cotes sont là, on va voir tout ça avec la régie et Benfica, Real Sociedad, RC Lens, PSV Eindhoven. On va commencer par Galatasaray avec bien sûr les cotes 6,83 et de l'autre côté le Bayern Munich 1,47. On voit tout ça avec la régie. On va commencer par vous, Jean. Pour vous, Galatasaray, Bayern Munich, quelle est l'équipe qui peut l'emporter? Quelle est l'équipe qui peut l'emporter? On dira toujours que c'est le Bayern Munich. Mais Galatasaray, cette année, a une équipe beaucoup plus étoffée, a des grands joueurs à tous les niveaux, à tous les postes. Et le stade de Galatasaray est un champ de mine. Il est difficile d'aller gagner là-bas. Donc, je miserai pour devenir millionnaire, évidemment, je miserai sur Galatasaray parce que c'est faisable. La cote, elle est énorme, 6,83 Amadou. Bon, je suis quand même d'accord avec lui. Quand on part à Galatasaray avec le public, voilà, c'est autre chose. En Turquie, il y a du vrai football là-bas, il y a des gens qui sont passionnés. Alors, on sait qu'encore Bayern de Munich, ils n'ont pas peur du public. Ils sont déjà n'oubliez pas que vous êtes suivi par les parieurs. Hein. Oui, effectivement. Quand tu prends le Bayern de Munich, ce sont des habitués de la compétition. Ils se sont habitués au public, ils sont habitués à tout ce qui est pression, à l'expérience. Mais encore maîtriser Galatasaray à domicile, ça va être compliqué. Moi, je vois un match nul. Hein. C'est fermé. Plutôt un match nul pour vous. Oui, quand je dis match nul, en première mi-temps, forcément, il y aura un but. Et en deuxième mi-temps, il y aura un but. Dans un cadre général, dans cette rencontre, il y aura 2 buts pour les parieurs. Et quand même, ils le savent. Mais un but pour Bayern, un but pour cette formation de Galatasaray. Et vous, Zainab? Non, moi, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, mais moi, je dirais que le Bayern, ils vont gagner cette rencontre-là. Vous conseillez quoi aux parieurs? Non, parce que, un match nul pour vous ou plus de buts en première période ou en deuxième période? Certainement, Galatasaray, ils ne vont pas se laisser faire d'abord à domicile parce que là, ils jouent chez eux. Et certainement, ils vont ouvrir le score, mais je vois 2-1 pour Bayern. Un grand parieur hein, de OneXBet. Hein. Pas si. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas du tout. Moi, je conseillerais, ou si c'est moi qui va jouer pour être millionnaire à OneXBet, je dirais que la chance est sur Bayern de Munich, même s'ils sont en déplacement, mais c'est une équipe constante, c'est une équipe qui a des arguments même à l'étranger, parce que déjà, le Bayern plie le match à l'étranger avant d'être à domicile. Quasi un millionnaire vous donne la chance d'être millionnaire à travers OneXBet, surtout à travers nos analystes ici présents, avec les cotes des équipes. Maintenant, on va parler de Benfica, Real Sociedad, Benfica qui a 2,23 et le Real Sociedad 3,49. Vous en pensez quoi, Jean? Ça, c'est du 50-50 carrément. C'est 2 équipes qui se valent plus ou moins. Et à ce niveau, moi, je miserais sur les Espagnols. La Real Sociedad, cette année, depuis l'année dernière plutôt, est une équipe
plutôt préparé et qui peut affronter n'importe quel adversaire, bien que de l'autre côté, les benfiquistes ne sont pas à négliger. Toujours, les matchs du mardi, on a RC Lens et PSV Eindhoven. RC Lens qui a 2,91 et Eindhoven 2,98, Amadou. Ah ouais, c'est serré. Hein. Ouais, c'est franchement aussi serré, hein, mais moi je vois beaucoup le PSV Eindhoven parti créer des sérieux problèmes en France parce qu'il y a une question d'expérience et tout ça. On parle de Lens, ils sont en super forme, mais le PSV Eindhoven, ils ont vécu en Ligue des Champions, ils ont de la maturité, ils savent comment gérer les matchs en déplacement. C'est comme si tu parles de Al-Ali qui se déplace quelque part avec Simba et tout ça, parce que c'est une question de maturité, c'est une question de gestion. En tout cas, pourquoi je me suis focalisé sur ça, on sait que PSV Eindhoven, ils savent réellement comment gérer la compétition. Mais attention, Lens, ils sont en super forme. Même si PSV Eindhoven, ils vont gagner, mais ça va être très difficile, peut-être 1-0. On va aller avec vous. Non, moi, je dirais Lens parce que déjà, quand vous regardez là, dans le groupe où ils se sont retrouvés, c'était l'équipe, je pense que la moins attendue et l'équipe aussi qui s'est illustrée de plus, qui a tenu tête à Arsenal, à Séville. Moi, je dirais que, et surtout qu'ils jouent chez eux, ça sera difficile d'aller les battre quand même à domicile, ça sera chaud. Donc, je dirais que Lens, je vois 2-1 pour Lens. Ah, mais PSV Eindhoven, il y a l'histoire derrière, et tout cela, mais Lens est en forme. Vous misez quoi, vous? Si c'est vous, misez quoi? Un but? Plus de buts en deuxième période ou en première période? Qu'est-ce que vous en pensez? En deuxième période. La première période, ça sera juste une phase d'observation, mais la deuxième période, ça sera une phase d'explosion également de cette formation de Lens. Il y a des matchs aussi, mercredi avec Feyenoord, Lazio. Feyenoord 1,93, Lazio de Rome 3,99. Jean. Sûrement celui qui a pronostiqué là s'est trompé. Je mise direct sur la Lazio, qui est une équipe en super forme. En fait, le championnat des Pays-Bas est un championnat historique, mais les équipes sont très jeunes et ça c'est très difficile en Champions League. À Lazio, Feyenoord, Amadou. Moi, je prends beaucoup de buts en première période pour Lazio ou pour Feyenoord. Donc, mais déjà, moi, je pense Feyenoord, hein, ils vont gagner sur le score de 1-0 parce que déjà... il y a un parieur qui vous suit. Ouais, exactement. Il y a un parieur qui vous suit. Lazio, bon, c'est un bon club, ils sont en train de se battre, mais ce n'est plus à un certain moment la Lazio qu'on connaissait. Et puis, les clubs hollandais, là, ils ont vécu. Je pense que Feyenoord, à domicile, ils vont passer par tous les moyens pour avoir une victoire. Maintenant, le match retour, ça va être compliqué. Vous êtes d'accord avec lui? Moi, je vois un match nul, un but partout. Moi, je vois un match nul. En première mi-temps ou deuxième mi-temps? Parce qu'il y a ça certainement, aussi. Lazio, ils vont faire tout pour marquer chez eux en première mi-temps et les autres vont revenir parce que ce sont des équipes. Ce sera un match quand même équilibré. Mais Cadrol, ils veulent aussi rebondir. Ce sont des très gros parieurs, surtout Baba qui est juste à ma droite et de l'autre côté, Sano, au milieu, on a Tidiane. Ce sont des très gros parieurs. On va partir avec vous, Feyenoord ou Lazio? Lazio. Tout court, Lazio. Première mi-temps ou deuxième? Deuxième mi-temps. Beaucoup de buts? Bon, 2 buts pour les parieurs qui veulent faire comme moi, 2 buts, c'est bon. Comme vous, je vous l'avais dit, c'était un excellent parieur. Hein. Et on a aussi Celtic, Atlético de Madrid, Celtic à 3,95. Et on a l'Atlético Madrid avec son coach 1,97. L'Atlético peut remporter ce match-là. Et Celtic est de retour en Champions League et ils sont trop courts pour le moment. Beaucoup de buts en première période pour vous ou en deuxième période? Bon, il n'y aura pas assez de buts. Hein. On parle de Celtic. Celtic, c'est la folie. On parle de l'Atlético aussi. Ça ne marche pas beaucoup. C'est un match fou, on peut le dire ainsi. Parce que Celtic, on sait que c'est un club qui est franchement agressif. Ils ne vont pas défendre. Atlético Madrid, c'est un club qui défend beaucoup. Ils vont essayer de les attendre. Pourquoi pas jouer dans les contre-attaques. Mais moi, je me dis, je vois un match tellement fermé. Mais si on me dit de parier, je vais parier sur Celtic qui joue à domicile. Pourquoi? Déjà, Celtic, ils jouent à domicile, ils vont passer par tous les moyens pour gérer Atlético Madrid. Si Atlético Madrid arrive à se dire qu'ils vont défendre déjà en déplacement devant leur public, ils ont un public fou là-bas à Celtic. Voilà, ils ont un public, franchement, c'est comme le championnat anglais en Écosse. Ça joue très vite, ça part très très vite. Mais Atlético Madrid, ça défend très bien. Si Atlético Madrid n'arrive pas à se déchaîner vite pour les contrecarrer, ça va être très compliqué. Pour vous, Zénab, l'Atlético Madrid
ou Celtic Glasgow? Non, je dirais Atlético de Madrid, non seulement le statut. N'oubliez pas, Celtic reçoit. Oui, je sais que mais Celtic, ce sont des équipes très difficiles aussi à jouer. Mais je pense qu'aujourd'hui, Atlético, ils ont quand même ils ont l'effectif, ils ont l'expérience pour aller et gagner cette rencontre-là, même si ça ne sera pas chose aisée. Et parce que je vais face à ces équipes-là qui vous donnent vraiment des fil à retordre, mais surtout, je vois Griezmann marquer encore. Encore. En première mi-temps ou en deuxième mi-temps? En première mi-temps. Combien de buts? Moi, je dirais qu'il va marquer un seul but. 1-0 pour Atlético. Monsieur le parieur. Ouais, Tico va passer. C'est lui le parieur, hein? Tico, oui, on va aller rapidement. Hein. Tico va passer, hein, Tico va passer. C'est vrai, ce serait aussi un match difficile, très difficile. Mais à la fin, on sait que c'est une grande formation. Il peut punir à la dernière minute. Ah bon, ça va être. Et c'est là qu'il va faire des crises dans le monde des parieurs. On a un autre match, le match piège de cette journée. Demain, je veux bien dire, Paris Saint-Germain, Milan AC, le Paris 1,83 et le Milan AC 4,62. Très compliqué, surtout quand on joue au Parc des Princes. Attention, Paris Saint-Germain, cette formation risque de surprendre beaucoup de personnes. Ils ont des joueurs qui ne sont pas tellement connus comme à un certain moment, vous voyez Messi et tant d'autres joueurs. Attention, ils sont capables de gagner, mais dans des conditions très très difficiles. Pour moi, Paris passe avec un but. Kavi Millionnaire, vous aide vraiment à gagner des millions avec vous, avec vos analyses bien sûr, Dian. Paris Saint-Germain, moi, je miserais plutôt sur un match nul. Paris Saint-Germain est une équipe plutôt offensive. Oui, un match nul, il y aura des buts probablement, mais ça ne dépassera pas un de chaque camp. Je vois Milan s'est marqué en premier et Paris revenir. Parce que c'est une équipe d'un côté offensive et une équipe en Champions League qui défend très bien le Milan AC cette année. Dernière question pour vous deux. C'est une équipe qui est en train de réaliser quand même une magnifique saison en Serie A, même s'il n'y a que Juventus qui a réussi de le stopper lors de leur dernière sortie. Mais Paris Saint-Germain, ce n'est pas aussi au top en ce moment, je dirais un match nul. Match nul en première période. Je vois Paris marquer. Moi, je vois Paris marquer en premier, mais Milan va revenir en deuxième période. La première option pour les parieurs, c'est match nul. Match fermé. Et la deuxième option, bien entendu, c'est prendre Lazio comme équipe victorieuse. PSG. Ouais. Milan plutôt. C'est l'avis de nos spécialistes ici sur le plateau de Tour d'Europe. Pour être millionnaire, il faut être là les lundis et les jeudis. Le jeudi, on aura les résultats. On ne va pas partager avec vous, messieurs, bien sûr. Mais on donne la chance à ces parieurs-là de se faire des millions par nos différentes plateformes. On peut le dire comme ça, nos différentes plateformes du moins, et surtout avec nos spécialistes qui vous donnent la chance de connaître les cotes, de vous donner les impressions de chaque match qui vous attend, par exemple Lazio Feyenoord, même si vous n'allez pas partager avec nous. Amadou, on attend les résultats le jeudi. Oui, bien sûr, on va voir les résultats dans l'émission World Sport et puis on va parler du mercato. Il y a le club portugais FC Porto qui est en train de courtiser Morlaci à 10 millions d'euros. Les négociations sont en cours. Et aussi parler de Serhou Guirassy dont les cotes ont monté à des grands clubs. Et puis on va revenir en Guinée pour parler du championnat guinéen qui est prévu le 12 novembre, mais malheureusement qui peine à retarder. On va avoir en direct dans cette émission le directeur marketing de la Ligue 1 guinéenne de football professionnel, il s'agit de Sadia Diallo, qui va nous éclaircir la lanterne. Alors maintenant, c'est la rubrique Les cartons. De retour sur ce plateau, on va faire cette transition rapidement de carton rouge, jaune, vert. Après, on revient sur ce plateau. Alors, je vais commencer par vous, Jean. Votre carton de la semaine? J'ai un carton vert. J'ai plus... C'est un carton vert plutôt qui s'adresse directement à Xavi Hernandez et à sa vision du Barça du futur. Un Barça plutôt orienté vers la Masia. Passy? Moi, j'ai un carton vert. Carton vert qui a donné la victoire à Le Havre. Le Havre, c'est en formation cette semaine. Là, le carton est bien mérité. J'ai un carton jaune.
que je vais donner à Carlo Ancelotti. Ça reste un grand entraîneur, mais qui a vraiment des problèmes ce dernier temps dans ses choix. Amadou? Moi, voilà, le premier d'abord, c'est pour Madi Camara qui a marqué un but contre Olympiakos lors de la 8e journée du championnat Grèce, mais malheureusement ce but a créé un scandale. Le match a été complètement arrêté par les supporters d'Olympiakos qui ont jeté des projectiles sur un joueur de cette formation de Panathinaikos. Le second, c'est à l'entraîneur Mandou Diallo qui a repris fonction, qui a signé un contrat avec cette formation de l'AS Kaloum. Ça fait belle lurette, il était là au chômage. Mandou Diallo est de retour dans le championnat guinéen avec cette formation de l'AS Kaloum. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On a passé un bel après-midi. Merci, Passi. Merci à notre ami, un des fidèles téléspectateurs à cette émission. Lui, on l'appelle Capi depuis Koya. Vous en avez beaucoup, hein, chaque émission. Merci Hassan et merci à cette personne qui me suit tout le lundi et qui m'envoie des photos. Les photos sont déjà là. Je ne vais pas dire de nom. Merci Amadou. Merci et bonne chance à Morla Silla. Moi, je donne des cartons verts. Hein. Souvent, je donne ces cartons verts-là à mes cadres qui m'ont conduit jusqu'à la fin de cette émission. Et de l'autre côté, dans la régie, on a notre réalisateur et bien sûr les régisseurs aussi qui nous ont conduits jusqu'à la fin. Ça a été super pour cette émission-là. Et merci aussi à la rédaction sportive qui m'a aidé à préparer cette émission. Et on se retrouve le jeudi dans World Sport.